Le gravier de notre allée n'avait pas été balayé depuis des semaines. Je l'ai remarqué au moment même où mon taxi s'est arrêté, une petite chose, le genre de chose que l'on ne voit que lorsqu'on a été absent. J'y étais parti depuis 11 jours. Je devais m'absenter pendant 14 jours, mais le séminaire à Strasbourg s'était terminé plus tôt et mon vol de retour du jeudi avait une place de libre, et quelque chose dans ma poitrine, un instinct silencieux auquel j'y avais appris à faire confiance après 62 ans d'existence, m'a dit de rentrer à la maison. Il était 23h47. J'y ai payé le chauffeur, j'y ai pris mon sac et je me suis tenu devant la porte des entrées de la maison où je vivais depuis 31 ans. La lumière du porche était éteinte. Je laisse toujours la lumière du porche allumée quand je voyage. Je l'avais rappelé à ma fille avant de partir. Je l'avais même écrit sur le bloc-notes sur le plan de travail de la cuisine. La lumière du porche. Tous les soirs. La lumière était éteinte. Je me suis dit que ce n'était rien. L'ampoule avait peut-être grillé. Peut-être qu'elle avait oublié. Ma fille était très occupée, je le savais. Elle avait sa propre vie, son propre emploi du temps. Elle avait eu la générosité de venir et s'installer avec sa mère pendant mon absence et j'y en étais reconnaissant. J'y en étais toujours reconnaissant. J'y ai déverrouillé la porte et je suis entré. La maison n'était pas normale. Je ne peux pas l'expliquer autrement. C'était l'odeur, un air rassis et stagnant, l'odeur d'une pièce dont les fenêtres n'ont pas été ouvertes depuis des jours. C'était la vaisselle dans l'évier, visible par l'encadrement de la porte de la cuisine. Une pile entière de vaisselle que ma femme, Françoise, n'aurait jamais tolérée. Françoise avait gardé cette cuisine impeccable pendant 31 ans, même après que l'arthrose lui ait rendu la tâche difficile. Même après que son AVC ait ralenti son côté droit. Elle était fière de cette cuisine. Elle était fière de cette maison. J'y ai posé mon sac doucement et j'y ai marché vers la chambre. Françoise était allongée par-dessus les couvertures, portant encore les vêtements que j'y avais reconnus sur la dernière photo que ma fille m'avait envoyée il y a 4 jours. Le même chemisier, le même gilet gris. Elle ne s'était pas changée depuis 4 jours. Le verre sur sa table de nuit était vide et présentait une auréole blanche au fond, là où le liquide avait séché. Je l'ai pris. Il était complètement sec à l'intérieur. J'y ai touché sa main. Elle était froide et parcheminée, comme du vieux papier journal. Françoise, ai-je dit. Elle a ouvert les yeux lentement. La façon dont elle m'a regardé, non pas avec surprise, non pas avec soulagement, mais avec le désespoir silencieux de quelqu'un qui a attendu si longtemps qu'il a cessé d'espérer, ce regard m'a brisé. Quelque chose s'est ouvert en moi pour lequel je n'ai pas de mots, même aujourd'hui. De hello, a-t-elle dit. Sa voix n'était presque plus qu'un souffle. Je suis allé à la cuisine. J'y ai rempli le verre. Je suis revenu, je l'ai aidé à s'asseoir et j'y ai regardé ma femme, avec qui je suis marié depuis 38 ans, boire 3 grands verres d'eau sans s'arrêter. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Ce n'était pas vraiment une question. Je ne sais pas, a-t-elle répondu. Elle a apporté quelque chose hier. Je crois que c'était hier. Un biscuit et du jus de fruits. Un biscuit et du jus. J'y avais laissé des notes détaillées. Je les avais tapées à l'ordinateur, imprimées et scotchées sur le réfrigérateur. Les médicaments de Françoise, l'horaire de ses repas, le nom et le numéro de son kinésithérapeute, la liste des choses qu'elle ne devait pas manger à cause de sa tension artérielle. J'y avais passé 45 minutes à tout revoir avec ma fille avant de monter dans la voiture pour aller à l'aéroport. Ma fille avait hoché la tête et dit, « Papa, je sais. Je gère. Vas-y. » Et j'y étais parti. Maintenant, j'y étais assis sur le bord du lit, je tenais la main de Françoise et j'y écoutais les bruits de la maison. Et puis je l'ai entendu, venant de l'étage, de la chambre des amis au-dessus de nous, la basse vibration d'une musique, pas forte, prudente, le genre de volume qu'on utilise quand on essaie de ne pas être entendu. Ma fille n'était pas seule dans ma maison. Je veux m'arrêter ici et vous dire quelque chose sur ma fille, qui s'appelle Sandrine. Elle a 41 ans. Elle est sortie major de sa promotion à HEC Paris. Elle est experte comptable diplômée et dirige le service comptabilité d'une entreprise de logistique dans le quartier des affaires. Elle est brillante, organisée, compétente. Elle est également l'exécutrice testamentaire de notre succession. Je lui avais fait confiance pour cela parce qu'elle était la personne organisée, la personne responsable, celle qui lisait toujours les petits caractères. C'est aussi elle qui,
il y a 2 ans, a commencé à poser des questions très précises sur la maison. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Elle a posé des questions sur le prêt immobilier remboursé depuis des années. Elle a demandé des détails sur la taxe foncière. Elle a demandé, à l'air de rien, lors des un repas du dimanche, si Françoise et moi avions envisagé un montage patrimonial spécifique. Je lui ai dit que nous avions un testament, un notaire, et que tout était réglé. Elle a souri et a dit, bien sûr. Elle était juste curieuse. Je n'y ai rien vu de mal. J'y aurais dû y réfléchir. Je suis monté à l'étage. J'y ai frappé à la porte de la chambre des amis. J'y ai entendu des bruits de précipitation, le bruit de quelque chose qu'on range, puis la porte s'est ouverte et ma fille s'est tenue devant moi dans les vêtements dans lesquels elle dormait apparemment. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son expression passant de la surprise à la culpabilité avant de se figer dans une neutralité soigneusement étudiée. Derrière elle, assis sur le bord du lit des amis, se trouvait un homme que j'y avais rencontré exactement 2 fois. Il s'appelait Damien. C'était son petit ami depuis 8 mois. Il avait une poignée de main ferme et pas grand-chose d'autre pour le recommander, dès après mon expérience. « Papa, a-t-elle dit, tu ne devais pas rentrer avant dimanche. » En effet. Quelque chose ne va pas? Non. Comment va maman? Tu ne devais pas rentrer avant dimanche. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je ne suis pas un homme qui crie. J'y ai été élevé pour ne pas crier. J'y ai dit, très calmement, ta mère n'a pas bu des eaux de la journée. Elle a ouvert la bouche, puis elle a refermé. J'y ai besoin que vous partiez, ai-je dit. Tous les deux. Ce soir. Elle a commencé à dire que je réagissais de manière excessive, que Françoise avait son bouton des appels, qu'elle venait juste de vérifier comment elle allait il y a 1 heure. J'y ai levé la main. Elle a cessé de parler. Elle savait que je pouvais lire dans ses yeux qu'elle avait conscience d'avoir franchi une ligne, et qu'elle l'avait franchie complètement. Et il n'y avait aucune phrase habile qui allait pouvoir faire marche arrière. Ils étaient partis dans les 30 minutes. Je suis resté avec Françoise jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ensuite, je me suis assis seul dans la cuisine et j'y ai essayé de penser clairement. La première chose que j'y ai faite le lendemain matin a été d'appeler notre médecin de famille. Le docteur Mercier était le médecin traitant de Françoise depuis 12 ans. Je lui ai dit que j'y étais rentré à la maison pour la trouver déshydratée et dans les mêmes vêtements depuis au moins 4 jours, et peut-être plus. Il m'a dit de l'amener immédiatement. C'est ce que j'y ai fait. Dans la salle des examens, le docteur Mercier a regardé ses analyses de sang et est resté silencieux pendant un moment, avec cette immobilité professionnelle que les médecins utilisent lorsqu'ils décident de ce qu'ils vont vous dire. Puis il m'a dit que sa déshydratation était modérée à sévère, que les niveaux de ses médicaments n'étaient pas ce qu'ils devraient être, que 2 de ses prescriptions semblaient avoir été soit complètement oubliées, soit administrées de manière irrégulière pendant une période prolongée, pas des jours, mais des semaines. Des semaines. Depuis combien de temps se présente-t-elle dans cet état? M'a-t-il demandé. Je ne sais pas, j'y ai répondu, je croyais qu'on s'occupait d'elle. Il nous a orientés vers un spécialiste l'après-midi même. Il m'a aussi donné un nom, une assistante sociale du Centre communal des actions sociales qui s'occupait des cas de délaissement de personnes âgées. Il l'a dit doucement, comme il disait la plupart des choses, mais il l'a dit clairement. Délaissement de personnes vulnérables. Il a prononcé ces mots, je me suis assis sur la chaise en plastique dure à côté de ma femme, et j'y ai senti le sol se dérober sous moi. Je suis rentré chez moi ce soir-là, je me suis tenu dans la cuisine et j'y ai essayé de comprendre à quoi j'y étais confronté. Je voyageais pour le travail chaque mois ou toutes les 6 semaines depuis 2 ans. Des voyages standards, jamais plus de 2 semaines. À chaque fois, Sandrine venait s'installer à la maison. À chaque fois, Françoise semblait aller bien à mon retour. Fatiguée, peut-être plus silencieuse que des habitudes, mais bien. Maintenant, je devais me demander, depuis combien de temps ce bien était-il en réalité pas bien du tout? Depuis combien de temps regardais-je ma femme à travers le prisme de ce que je m'attendais à voir plutôt que ce qui était réellement là? Je suis allé à l'armoire à pharmacie. J'y ai compté les pilules. J'y avais renouvelé les ordonnances de Françoise avant de partir. Les comptes n'étaient pas bons, pas juste un peu, significativement faux. Quelqu'un avait retiré des pilules des boîtes sans les donner à Françoise. Je me suis assis sur le sol de la cuisine, à 62 ans, assis sur le lino, et je me suis senti vraiment comme un homme qui avait été pris pour un imbécile pendant très longtemps.
Mais je n'y suis pas resté longtemps car je suis le fils de mon père, et mon père avait l'habitude de dire que le moment où vous comprenez clairement le problème est le moment où le problème commence à se résoudre. Je comprenais le problème maintenant. Le premier appel que j'y ai passé a été à notre notaire et avocat, un homme nommé François, qui s'était occupé de notre gestion de patrimoine et que je connaissais depuis que nous entraînions ensemble à l'équipe de foot du quartier en 1997. Je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux, puis il a dit « Ne touchez à rien dans cette maison pour l'instant. Ne la confrontez pas à nouveau et laissez-moi passer quelques coups de fil. » Le deuxième appel que j'y ai passé a été à mon beau-frère, Alain, le frère de Françoise. Il est venu le soir même, s'est assis avec moi à la table de la cuisine, a tout écouté et n'a pas dit un seul mot jusqu'à ce que j'y ai terminé. Puis il a dit « De quoi as-tu besoin que je fasse ?» Je lui ai dit. Il a répondu « C'est comme si c'était fait. » Au cours des 2 semaines suivantes, j'y ai fait 3 choses. La première a été de rassembler des preuves. Alain et moi avions déjà installé une petite caméra de sécurité dans le salon et l'année précédente. Une de ces caméras simples, activée par le mouvement, qui télécharge les images sur le cloud. J'y avais oublié son existence, pour être honnête. Sandrine aussi, apparemment. J'y ai récupéré 3 semaines des enregistrements datant et avant mon voyage, et je me suis assis pour les regarder heure par heure, nuit par nuit. Ce que j'y ai vu ne m'a pas vraiment mis en colère. La colère est brûlante et rapide. Ce que j'y ai ressenti était beaucoup plus froid que ça. La plupart des jours, Sandrine quittait la maison vers 9h du matin et ne revenait pas avant 18h ou 19h le soir. Certains jours, elle ne rentrait pas du tout. La caméra montrait Françoise seule du matin au soir, appuyant sur son bouton des appels qui restait manifestement sans réponse car le numéro de Sandrine était le seul programmé pour le recevoir. Il y a eu des jours où Françoise réussissait à aller jusqu'à la cuisine toute seule, s'appuyant sur le plan de travail, et mangeait ce qu'elle pouvait atteindre. Il y a eu des jours où elle n'a pas quitté la chambre. Damien a été dans ma maison à 14 reprises différentes. Il y avait des images des deux assis dans mon salon à regarder la télévision, mangeant la nourriture de mon réfrigérateur, pendant que Françoise était dans la chambre à 10 mètres de là. À une occasion, et c'est celle sur laquelle je reviens sans cesse, la caméra a filmé Sandrine entrant dans la chambre, se tenant au chevet de Françoise pendant environ 90 secondes, puis ressortant dans le salon où elle a mis un filmé Harry de quelque chose à l'écran. 90 secondes. La deuxième chose que j'y ai faite était des ordres financiers. J'y ai appelé ma banque discrètement et j'y ai demandé un historique complet des relevés du compte joint auquel Sandrine avait accès pour les dépenses du foyer pendant que je voyageais. Le compte que j'y avais ouvert il y a 2 ans pour qu'elle puisse gérer les courses, l'électricité, et tout ce dont Françoise avait besoin. En 22 mois, Sandrine avait dépensé un peu plus de 41 000 € sur ce compte. J'y ai déposé 2 000 € par mois pour les dépenses courantes de la maison. Cela représente 44 000 € sur la même période. Le compte aurait dû avoir un solde positif. Il y avait moins de 300 € dessus. J'y ai épluché les relevés ligne par ligne. J'y ai trouvé les dépenses de supermarché irrégulières, peu fréquentes, minimes. J'y ai trouvé les frais de pharmacie également peu fréquents, ne correspondant pas au calendrier des prescriptions. Et puis j'y ai trouvé les autres dépenses. Un magasin de meubles dans la banlieue où vivait Sandrine. Un site de voyage. Un restaurant que j'y ai reconnu comme étant celui dont elle m'avait parlé une fois comme étant son préféré, débité cette fois en 14 mois. Des boutiques de vêtements. Un magasin de décoration des intérieurs. Elle utilisait mon compte de dépenses ménagères comme son compte de dépenses personnelles depuis près de 2 ans. J'y ai imprimé chaque relevé, je les ai mis dans un dossier et j'y ai donné le dossier à François. La troisième chose que j'y ai faite a été la plus difficile, et est la nécessité et l'implication de mon fils. J'y ai 2 enfants, Sandrine, que vous connaissez, et mon fils Julien, qui a 37 ans, vit à Rennes et que, j'y ai honte de le dire, j'y avais quelque peu tenu dans l'ignorance de la situation de sa mère au cours des 2 dernières années. Pas délibérément, mais Sandrine était celle qui était sur place, et je l'avais laissé orienter le récit, de plus Julien était occupé avec sa propre famille, et je n'avais voulu inquiéter personne. J'y ai appelé Julien et je lui ai tout raconté. Tout est l'histoire. Je n'ai rien édulcoré. Il y a eu un long silence au téléphone, puis Julien a dit quelque chose que je ne répéterai pas ici, et il a ajouté « J'y arrive ce week-end ». Il est venu. Il est resté assis avec sa mère pendant une longue après-midi, et je leur ai laissé de l'intimité. Quand il est sorti,
Ses yeux étaient rouges et sa mâchoire était serrée d'une manière que j'y ai reconnue de l'époque où il était petit garçon et qu'il essayait très fort de ne pas pleurer devant moi. « Dis-moi ce dont tu as besoin », a-t-il dit. Je lui ai dit. C'est Julien qui a contacté l'assistante sociale du département. C'est lui qui s'est assis avec l'enquêteur et a fait un témoignage officiel. Il a été minutieux, il est resté calme, et il a été dévastateur de la manière dont seul quelqu'un qui aime une personne de tout son cœur peut l'être en décrivant ce qu'on lui a fait subir. Sandrine ne savait rien de ce qui se passait. Elle m'avait appelé 2 fois depuis que je l'avais renvoyée. La première fois, j'y ai laissé le répondeur prendre l'appel. Le message était une explication, elle s'était sentie débordée. Elle n'avait pas réalisé à quel point la situation s'était dégradée avec maman. Elle était désolée. C'était un message préparé. Elle l'avait répété. Au deuxième appel, j'y ai décroché. Elle m'a demandé si on pouvait parler. J'y ai répondu, oui, bien sûr. J'y ai dit que je pensais que c'était une bonne idée. J'y ai proposé, pourquoi ne viendrais-tu pas à la maison samedi? Nous pourrions nous asseoir ensemble, tous les trois, toi, Julien et moi. Elle a accepté immédiatement. Elle a semblé soulagée. Elle a apporté un 4/4. François était dans le bureau. L'enquêteur du département était dans le bureau. Les documents de preuve étaient sur la table dans le bureau. Les relevés bancaires étaient dans 3 dossiers bien rangés. Les images des caméras avaient été copiées sur une clé USB. Nous nous sommes assis dans le salon et j'y ai laissé Sandrine parler. Elle a parlé pendant environ 15 minutes. Elle s'est excusée auprès de moi prudemment et spécifiquement pour des choses qui étaient vraiment mineures. Elle a eu l'air contrite à propos de la présence de Damien. Elle a exprimé des remords concernant les médicaments. Elle a utilisé le mot débordé 4 fois. Elle n'a pas mentionné les 41 000 €. Elle n'a pas parlé des images de la caméra. Quand elle a eu fini, j'y ai dit, Sandrine, je dois te montrer quelque chose. Je l'ai accompagnée jusqu'au bureau. Je l'ai présentée à l'enquêteur. J'y ai ouvert le premier dossier. J'y ai souvent pensé à ce que je m'attendais à voir sur son visage à ce moment-là. De la honte, peut-être. Des remords. Éventuellement même du soulagement, cet étrange soulagement que ressentent certaines personnes lorsque le fardeau qu'elles portaient est enfin déposé. Ce que j'y ai vu à la place, c'est du calcul. Même à ce moment-là, même debout devant les relevés bancaires, même en entendant l'enquêteur expliquer ce qu'il regardait, elle calculait. Que est-ce qui pouvait être nié? Que est-ce qui pouvait être justifié? Sur quoi pouvait-elle faire marche arrière? Ce calcul m'a dit tout ce que j'y avais besoin de savoir pour déterminer si ce qui s'était passé était une erreur ou un choix délibéré. Je vais passer sur les semaines qui ont suivi. Non pas parce qu'elles ont été sans incident, mais parce que c'est le genre de difficulté qui relève du domaine privé. Il y a eu des avocats, des procédures administratives et des conversations entre Julien et sa sœur auxquelles je n'ai pas participé et auxquelles j'y ai choisi de ne pas participer. Françoise a suivi un traitement supplémentaire et un ajustement de ses médicaments qui a pris plusieurs semaines pour la stabiliser. Il y a eu des nuits où elle a eu peur, des nuits où elle était confuse, et des nuits où elle me tenait la main sans rien dire du tout, et moi non plus. Ces nuits-là n'étaient en fait pas la pire des choses. Ces nuits-là, d'une certaine manière, étaient la chose la plus authentique qui se soit produite dans ma maison depuis longtemps. Sandrine a été inculpée pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables et délaissement de personnes hors des états de se protéger. Son avocat a négocié. Je ne vous donnerai pas l'issue exacte car c'est toujours en cours, mais je vous dirai qu'elle n'est plus l'exécutrice de notre succession et qu'elle n'a plus accès à aucun compte à mon nom. Je vous dirai que son employeur a été contacté dans le cadre de l'enquête et qu'elle n'y travaille plus. Je vous dirai que François a intenté une action au civil et que nous espérons récupérer une grande partie de ce qui a été pris. Je vous dirai aussi que j'y ai modifié mon testament. Je ne l'ai pas fait sous le coup de la colère, bien que je comprenne si c'est ce que vous supposez. Je l'ai fait parce que je me suis assis un soir avec un bloc-notes juridique et j'y ai essayé d'écrire honnêtement sur ce que je veux que ma vie ait signifié. Ce que je veux que les choses que j'y ai passé 62 ans à construire servent à faire après mon départ. Et quand je l'ai mis sur papier simplement, la réponse n'était pas compliquée. J'y ai créé un fonds de dotation. La maison, lorsque Françoise et moi n'en aurons plus besoin, ira à une fondation qui soutient les soins à domicile pour les personnes âgées qui n'en ont pas les moyens. J'y ai nommé Julien comme exécuteur testamentaire non pas par favoritisme, mais parce qu'il a fait 4 heures de route,
a tenu la main de sa mère et a dit la vérité à un enquêteur alors qu'il était inconfortable de le faire. Le 4/4 que Sandrine a apporté est toujours dans le congélateur. Je n'ai aucune idée de pourquoi je ne l'ai pas jeté. Parfois, je le regarde et je ressens quelque chose pour lequel je n'ai pas de mots précis, du chagrin. Peut-être pour la fille que je croyais avoir élevée. Pour la version de elle à venir que j'y avais imaginée. Mais alors Françoise m'appelle de l'autre pièce et je vais vers elle, et elle est assise dans le lit avec ses mots croisés et ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez, elle lève les yeux vers moi et dit quelque chose d'ordinaire, quelque chose comme chercher un fleuve africain en 6 lettres. Et cet ordinaire est si extraordinaire pour moi maintenant que je dois prendre une inspiration avant de pouvoir répondre. Elle reprend des forces. C'est lent et ce n'est pas une ligne droite, mais elle y arrive. Le docteur Mercier dit que la médication est stabilisée. Le kinésithérapeute vient 3 matins par semaine. Un vrai thérapeute. Un bon. Quelqu'un dont je connais le nom, dont je suis l'emploi du temps et dont je lis les notes après chaque séance. Je suis à la maison maintenant. J'y ai réorganisé les choses pour être à la maison. Les gens m'ont demandé si je regrettais d'avoir été si souvent absent, et je comprends pourquoi ils posent la question. J'y ai réfléchi honnêtement. La réponse est oui. J'y ai des regrets, mais ce ne sont pas les regrets utiles. Les regrets utiles sont ceux qui changent ce que vous faites ensuite. Et ce que je fais ensuite, c'est ceci. Je suis à la maison. Je prépare le petit déjeuner. Je m'assieds avec Françoise le soir. J'y ai appris quels mots croisés elle aime, lesquels elle trouve trop faciles et lesquels elle trouve trop difficiles tout en prétendant le contraire. Récemment, quelqu'un qui connaît notre situation m'a demandé si je pourrais un jour pardonner à ma fille. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours en fait avant de me fixer sur ce que je crois. Je pense que le pardon, le vrai, n'est pas quelque chose que l'on décide de faire une fois pour toutes. C'est quelque chose vers lequel on travaille, de la même manière qu'on travaille vers tout ce qui compte, lentement, imparfaitement, avec des rechutes. Je n'y suis pas. Je n'y arriverai peut-être pas, mais je ne porte pas de haine envers elle. Parce que la haine est un fardeau qui appartient à la personne que vous haïssez. Et j'y ai déjà porté son fardeau assez longtemps sans le savoir. Ce que je porte à la place, c'est la clarté sur ce qui compte vraiment. Sur ceux qui ont répondu présent. Sur la différence entre les personnes dans votre vie qui sont là pour ce que vous avez, et les personnes qui sont là pour qui vous êtes. Françoise fait partie de cette deuxième catégorie. Julien en fait partie. Alain, qui est venu sans qu'on le lui demande, s'est assis à la table de ma cuisine et a dit « De quoi as-tu besoin ?» En fait partie aussi. Le reste, j'y apprends à m'en débarrasser. La lumière du porche est allumée tous les soirs maintenant. Je m'en assure. C'est une petite chose et je sais que c'est une petite chose. Mais il y a quelque chose dans le fait de faire cette petite chose chaque soir, de vérifier l'interrupteur, de voir la lumière s'allumer, de savoir que quiconque rentrant à la maison dans l'obscurité sera capable de trouver la porte, qui me semble être la bonne façon de terminer la journée. Certains soirs, Françoise est encore éveillée quand je rentre à l'intérieur et elle me demande ce que je faisais, je lui réponds que je vérifiais la lumière et elle hoche la tête comme si c'était la chose la plus raisonnable qu'elle ait jamais entendue, et je suppose que c'est le cas.